vaut un mauvais budget que pas de budget du tout, en fait. Façon, un budget sur lequel il faut faire des concessions. De toute façon, lorsque vous regardez les actualités économiques et financières, vous voyez qu'il y a un chiffre qui est marquant cette semaine, c'est qu'à un horizon de 5 ans, la France emprunte plus cher que la Grèce. Ça veut dire que quand même on a une situation qui est particulière. Et à ce moment-là, Michel Barnier a le choix. Si par cas, il ne renonce pas à sa mesure d'augmentation de taxes sur les prix de l'électricité, est-ce que les 5 milliards qu'il gagnerait en économie de taxes, éventuellement, enfin en revenus de taxes, il ne les perdrait pas en fait en augmentation de charges de la dette, dans la mesure où éventuellement les marchés financiers sanctionneraient l'instabilité politique et économique de la France? Parce que vous avez une situation qui est très simple. Les marchés se positionnent, les marchés ne connaissent pas exactement la situation française. 57% d'entre eux sont étrangers. Ils vont suivre des agences de notation. Ces agences de notation disent la France n'est pas en capacité de recouvrer ses impôts parce qu'elle n'a pas de gouvernement stable, elle n'a pas de loi de finances, elle n'a pas de budget. À ce moment-là, ils vont sanctionner la France. Dans ce cas-là, notre note de la dette va baisser, les taux d'intérêt vont augmenter et éventuellement, ce que Barnier peut annoncer en augmentation d'impôts, il les perdra, enfin Barnier ou le nouveau gouvernement les perdra en charge de la dette. L'autre point qui est intéressant sur la gestion de crise par Barnier, en fait, on voit bien à peu près qu'il met des priorités. La première priorité, c'est que si par cas le gouvernement tombe, non seulement on a un chaos politique, mais on a un chaos financier. Et la parole du gouvernement parle de scénario à la grecque, parce que c'est ce qui s'est passé en Grèce. Vous êtes passé en quelques semaines de 4% de taux d'intérêt à 20% de taux d'intérêt. Le deuxième point, c'est qu'ensuite, après, il déprécie. Il dit, une fois qu'on fait cette étape-là, le plus important, c'est d'avoir un budget qui arrive à l'équilibre. Parce que, en fait, vous mettez les hiérarchies en disant ça, et après, il essaye de voir quels sont les moyens possédés. Et je pense que la clé de comprendre pour tous, pourquoi est-ce qu'il fait tout ça avec Marine Le Pen, c'est qu'en fait, il se dit, j'ai très peu de marge de manœuvre, il y a très peu de choses que je peux céder, donc en fait, je fais monter la pression pour céder non pas 3 choses qui a été demandées par le groupe du Rassemblement national, mais 1 sur 3 qui correspondent en plus à la somme des autres demandes, parce qu'il a quand même un autre particulier, c'est qu'une partie de son socle commun a été élu, comme il faut le rappeler, dans le cadre d'un front républicain. Donc il ne peut pas dire « je cède tout Rassemblement national », surtout qu'il a été mis là pour empêcher l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national. Alors je vous propose volcan, citation. Oui, non, mais de toute façon, depuis qu'il est nommé, il danse sur un volcan dans la mesure où il avait déjà 2 fronts avec le RN et le NFP réunis, mais en plus, il avait un nouveau front qui était son propre socle commun, qui parfois se rebellait très ouvertement contre lui sur différentes mesures, avec même son propre ministre de l'économie qui parfois se contredisait ses propres mesures. L'enjeu pour le Rassemblement national et pour la gauche est différent, parce qu'en fait, le RN a à peu près 3-4 moteurs de vote. Le premier, c'est l'inflation. Le deuxième, c'est l'immigration. Le troisième, c'était qu'en fait, ils ont réussi à rassembler et coaliser toute la haine contre Macron, donc l'opposition au gouvernement, donc il faut qu'ils montrent qu'ils sont contre le gouvernement et en tout cas dans l'opposition type anti-système. Et après, le dernier point, c'était tout ce qui était défense, pouvoir d'achat et toutes les crises conjoncturelles qu'on avait avec crise des agriculteurs, gilets jaunes, etc. Donc, leur objectif pour eux, c'est de maintenir tout cet attache-là en sachant qu'il y a plusieurs éléments qui sont contradictoires avec la stratégie de Marine Le Pen. D'une part, elle a besoin de conserver son électorat, mais elle a aussi besoin de l'agrandir, donc se respectabiliser et acquérir l'électorat de droite. Donc là, elle danse sur est-ce qu'il faut censurer, est-ce qu'il ne faut pas censurer. Dans le même temps, si par cas, elle ne répond pas à son électorat, elle peut le perdre. On l'a vu qu'en 2022, il y a une partie de son électorat qui était partie vers Éric Zemmour, donc il n'est pas si solide que ça, son électorat. Donc je pense que l'objectif qu'elle a eu, c'était qu'en fait, elle a eu des retours de députés en disant on a un problème sur le pouvoir d'achat, on a un problème parce que vous ne montrez pas à Marine Le Pen qu'on est assez opposé au gouvernement, donc elle doit à la fois montrer qu'elle défend le pouvoir d'achat, qu'elle soutient le gouvernement, enfin ne faire pas tomber le gouvernement tout en étant responsable et tout en se montrant opposé au gouvernement. Ses électeurs lui demandent d'obtenir des scalps. Je pense, c'est les deux. Ils nous demandent, ils ont très bien compris qu'on soutienne Barnier si on obtient des choses. Il y a une partie du vote, et ça a été montré dans les études de sondage, qui votait uniquement pour elle, pour montrer une opposition contre Emmanuel Macron. Donc il y a une partie qui vote pour ça, parce qu'ils sont contre Emmanuel Macron, inévitablement. Mais ceux-là sont en train de basculer, parce que lorsque vous posez une question qui est simple, vous dites quel est le principal opposant au gouvernement Barnier. On est passé du Rassemblement national lors de la nomination de Barnier à aujourd'hui NFP. Donc c'est-à-dire que si par cas il y a une élection législative anticipée, une partie du vote se déplacera dans l'opposition NFP. Moi je me cache parce que je le pense. Voilà. Il fait ça au-delà de pour éviter la crise économique et ce qu'on appelait le scénario à la grecque. Sur les différentes taxes, il y a une question qui se pose, et notamment l'étude Cousset, c'est celle de l'OFCE, qui dit que si par cas vous augmentez trop les impôts, en fait vous baissez la croissance et donc du coup ce que vous récupérez en impôts, ce que vous récupérez en augmentation d'impôts, en fait vous le perdez en termes d'activité économique. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si par cas vous augmentez les charges patronales, en fait vous avez techniquement potentiellement plus de gens au chômage, et en fait ce que vous avez récupéré en gain sur les allègements de charges, enfin sur l'augmentation des charges, et vous le perdez en assurance chômage, etc. Donc ça vous fait des dépenses supplémentaires. C'est une opinion, c'est pas une vérité. Non, mais ça peut arriver. En tout cas, c'est ce que dit l'étude de l'OFCE. Voilà, donc pour reprendre ça. D'autres points aussi, c'est qu'il y a un point qui est très clair, qui a été démontré depuis les 2 chocs pétroliers, et c'est pour ça, je pense, qu'ils baissent éventuellement les prix de l'électricité, c'est que la croissance économique est intimement liée à la consommation énergétique. C'est-à-dire que si par cas vous prenez l'ensemble des points, c'est très très clair, l'augmentation d'énergie
la consommation énergétique produit davantage de croissance économique. Et en fait, vous avez 2 points qui sont très précis. Les 2 chocs pétroliers qui ont montré que la baisse de la consommation énergétique avait conduit à une baisse de la croissance économique. Et pendant le Covid, comme on a arrêté notre activité économique, on a consommé moins d'énergie. Et donc, par conséquent, on a perdu de l'argent en termes de croissance économique. Donc, vous avez une chose qui est très simple. Il y a beaucoup d'entreprises maintenant et surtout beaucoup d'industries qui sont dépendantes de la consommation énergétique. Donc, vous avez besoin de réduire leurs factures pour potentiellement relancer l'activité économique. Ensuite, après, sur son équation qui est très... maintenant alors, si ça semble si évident, pourquoi ne pas avoir fait ces arbitrages avant? Mon pari, c'est qu'ils récupèrent d'abord le budget de Attal. C'est Attal qui avait conçu ce budget et qui a fait les différents arbitrages. L'autre point aussi, c'est que je pense qu'il savait, en habile négociateur, qu'il allait mettre quelques mesures totem en avant et qu'il était obligé de composer d'une part avec les oppositions, l'hypothèse d'une motion de censure du Rassemblement national, et également de son propre camp, donc Attal évoqué, auquel il fallait céder quelques trucs. Donc si par cas, vous savez que vous allez devoir lâcher quelque chose pour que les personnes reviennent chez eux comme des vainqueurs, et vous mettez des mesures dites totémiques qui font peur, notamment des mesures sur l'attractivité fiscale, notamment les mesures qui ont été mises en place par Emmanuel Macron pour piéger Attal, les mesures sur les retraites, parce qu'en fait c'est l'électorat clé des Républicains, donc du côté de Laurent Wauquiez, et tout ce qui concerne les augmentations de taxes sur les catégories populaires, imaginons tout ce qui est d'augmentation, tout ce qui est énergie, tabac, etc., qui visent directement l'électorat de Marine Le Pen. Il faut quand même le rappeler, 53% des ouvriers votent pour elle, ainsi que 53% des catégories intermédiaires. Émilie Zapalski. Pas un électorat du RN, il y a plusieurs électorats du RN. Vous avez un électorat du Sud-Est qui est plutôt de droite traditionnelle, c'est celui qui a voté pour Jean-Marie Le Pen, et c'est celui qui a été contesté à l'époque en 2022 par Éric Zemmour. Donc il vote principalement pour des questions migratoires, il est beaucoup plus âgé que la moyenne, et il a une profession plutôt aisée, en tout cas plus aisée que la moyenne des Français, il gagne plus que la moyenne des Français. Vous avez un électorat du Nord, notamment c'est là d'où vient Marine Le Pen, c'est là d'où vient Jean-Philippe Tanguy, qui est beaucoup plus social, qui est beaucoup plus paupérisé, donc ils viennent plutôt des classes moyennes ou des catégories ouvrières, et cela, il est beaucoup plus hostile, il est beaucoup plus attaché à la demande sociale, il est beaucoup plus attaché à la demande de pouvoir d'achat supplémentaire. Donc c'est pas étonnant que d'un côté, vous avez Bardella plutôt qui vadrouille dans ses conférences pour les livres dans le Sud-Est, et vous avez Tanguy qui est plutôt hostile, je pense, à la censure. Vous avez Tanguy qui est plutôt pour la censure, qui vient plutôt du Nord, pour défendre les catégories populaires. Et ensuite, après, vous avez un nouvel électorat qui s'est ajouté, donc ça, c'est à peu près un électorat qui passe 20%, et qui a voté pour Marine Le Pen, qui lui permet de passer à 35-37%. Cet électorat est représenté par un électorat qui est beaucoup plus âgé, qui a voté traditionnellement pour François Fillon, un électorat qui est davantage CSP+, et qui est davantage diplômé. Et ceux-là sont attachés à la demande d'ordre et sont partis vers Marine Le Pen, notamment avec tous les perturbations qu'on a rencontrées entre 2022 et 2024, auxquelles le gouvernement n'était pas capable d'assurer l'ordre dans les rues et l'ordre au sein de l'Assemblée nationale. Et cela demande davantage d'ordre, de stabilité, et c'est pour ça que Marine Le Pen ne peut pas censurer à l'heure actuelle. Parce que si par cas elle censure et qu'elle provoque un chaos, toutes ces catégories de population qu'elle a nouvellement acquises, qui lui permet de passer de 20 à 35-37%, risqueraient de partir éventuellement pour soutenir Barnier dans un réflexe légitimiste, comme ce qu'on a connu au moment des Gilets jaunes, lorsque une partie de cet électorat-là était partie soutenir le pouvoir en place, donc Emmanuel Macron, qui était le seul capable de pouvoir restaurer l'ordre dans les rues et dans la catégorie politique. Donc Marine Le Pen doit osciller tout ça. Et comme l'a dit Gilles Bornstein, elle doit en plus acquérir de nouvelles catégories, notamment des fonctionnaires, parce qu'il y a quand même 5 millions en France, et d'autres catégories, notamment beaucoup plus sociales, ces fonctionnaires de catégorie C, etc., qui sont nécessaires et qui ont fait barrage la dernière fois et qui sont nécessaires pour qu'elle puisse un jour imaginer être présidente de la République. Et alors, un dernier mot, William Tay. Ils sont quand même arrangés pour pas laisser passer le RN, donc c'est quand même assez profond aussi. Un dernier mot, La question que vous posez, c'est est-ce que, dans le cadre de la prochaine élection législative anticipée, que ce soit en juillet, plutôt probablement en septembre-octobre, si par cas elles ont lieu, le RN peut battre le plafond de verre et obtenir une majorité absolue. À l'heure actuelle, je pense que la réponse est non, parce que pour les raisons pour lesquelles ils ont perdu la dernière fois, les raisons resteront les mêmes. Premier point, leur parti n'est pas organisé, ne sont pas capables de trouver 567 candidats qui sont crédibles. Deuxième point, c'est qu'il y avait non pas le nom Le Pen, mais en fait, pourquoi est-ce que Bardella n'a pas réussi à accéder? C'est parce que les électeurs ont dit qu'il n'est pas assez compétent et assez crédible pour incarner et porter le pouvoir. Merci à tous.